Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous accueillons 3 invités, des membres de l'OCID, accompagnés du professeur Dr Fritz Dorvillier. Messieurs, bonjour, bienvenue sur Métropole. D'abord, je me tourne vers Abdonel Doudou, qui est membre de l'OCID, qui est l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Monsieur Doudou, bonjour. Bonjour, Monsieur Milfort. Bonjour à tous. C'est Georges Allen, c'est pas Bonjour, Monsieur Georges Allen, excusez-moi. Et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole, les auditeurs et les auditrices aussi. C'est un plaisir d'être à cet espace ce matin. Bonjour, professeur Desroches. Bonjour, Georges Allen. Nous saluons aussi les auditeurs, auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole, et ainsi que les collaborateurs qui sont sur le panel ce matin. Bonjour, professeur Fritz Dorvillier. Ça fait déjà 14 ans à peu près depuis que vous aviez mis les pieds à Métropole, c'est ça? Bonjour, monsieur Allen. Non, ça ne fait pas 14 ans, ça fait à peu près 7 à 8 ans, parce que je me rappelle ma dernière intervention sur Radio Métropole. C'était en 2008, lors des émeutes de la faim. C'est un plaisir d'être à nouveau sur Radio et Télémétropole. Donc, ce sera une habitude. Bon, j'espère bien, parce que tout simplement, il s'agit de l'éducation populaire, de la citoyenneté. Participer à une émission de radio, de télévision relève de travail citoyen, de travail d'éducation populaire, d'éducation civique. L'OCID, qui est l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, a réalisé un excellent travail. L'OCID, avec le soutien du professeur Fritz Dorvillier, a passé au peigne fin 4 programmes politiques de 4 candidats. Il s'agit du programme de Jude Célestin, celui de Jovenel Moïse, celui de Moïse Jean-Charles et celui de Jean-Henri Séan. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet pour essayer de voir la substance de ces programmes-là, j'aimerais poser une question à l'un d'entre vous, Abdonel Doudou ou professeur Desroches. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce travail? Bon, ce travail, on l'a commencé depuis 2015, lors des élections présidentielles et qui malheureusement ont été annulées. On l'avait fait pour 10 candidats à la présidence qui étaient parmi les candidats qui étaient en tête dans les sondages réalisés par Bride au cours de la période d'octobre 2015. On espérait, n'est-ce pas, pouvoir publier ceci, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et il faut dire aussi que nous ne voulons pas simplement nous en tenir à l'analyse d'un certain nombre de programmes. Nous voulons le faire aussi au second tour, lorsqu'il y aura 2 candidats qui vont rester dans la course. Et à ce moment-là, nous nous proposons d'approfondir ces programmes. Par exemple, actuellement, il y a quand même, on peut le remarquer, une certaine faiblesse dans la plupart des programmes. Les programmes ne sont pas toujours très réalistes. Les programmes promettent monts et merveilles, mais on ne voit pas toujours avec quelles ressources financières les moyens sont absents. Ces programmes vont être réalisés. Eh bien, lors du second tour, on espère travailler de plus près avec les candidats qui seront au second tour pour leur demander aussi quels sont les moyens qu'ils vont mettre, n'est-ce pas, à disposition pour réaliser tout cela en fonction justement des possibilités budgétaires du pays. D'accord? Et deuxièmement, nous voulons également demander à ces candidats de prendre un engagement envers la population. Par exemple, disons de choisir les 10 points les plus importants de leur programme et on va même leur demander, avec bien sûr leur approbation, qu'ils signent une sorte de pacte, de contrat avec la population. Voilà, ces 10 points, nous nous promettons, n'est-ce pas, de les réaliser en 1 an, 2 ans, 5 ans, etc.
et à ce moment-là, il y aura, si vous voulez, un accord avec la population. Et nous-mêmes, au niveau de l'OCID, puisque nous ne nous intéressons pas uniquement à la compétition électorale, nous nous intéressons aussi aux politiques publiques, nous comptons faire le suivi de ces promesses pour voir dans quelle mesure ces promesses ont été réalisées. Alors, nous avons fait donc cette analyse des 10 candidats. Or, maintenant, il n'y en a que 5 qui sont encore dans la course parmi ces 10. Il y a, en plus de ceux que vous avez cités, Maryse Narcisse aussi qui est dans la course. Malheureusement, elle nous a demandé d'attendre qu'elle nous envoie un nouveau programme pour qu'on puisse l'analyser. Une fois qu'on aura ce nouveau programme, eh bien, on pourra l'analyser et cette étude du professeur d'Orvilliers sera également sur notre site. Je profite de l'occasion pour rappeler, n'est-ce pas, l'adresse du site, parce que je suis sûr que les téléspectateurs de Métropole aimeront aller voir par eux-mêmes le contenu de l'analyse du professeur d'Orvilliers, www.ocidhaïti.org. Là, ils peuvent trouver cette analyse. OCID, c'est OCID. OCID, ocidhaïti.org. Monsieur Doudou, voudriez-vous ajouter quelque chose? Juste pour ajouter que l'un des objectifs qu'on avait quand on a entrepris ce travail, bien entendu en ligne avec l'une des missions de l'OCID, comme le professeur Desroches vient de le souligner, qui est de monitorer les politiques publiques, de voir comment, de manière systématique, puisque c'est ce que l'OCID veut intégrer dans la vie politique en Haïti, que les processus politiques soient vus, soient accompagnés par la société civile de manière objective, de manière scientifique. Nous voudrions collecter des données systématiques sur le niveau d'atteinte des promesses qui ont été faites, des promesses électorales, disons, au cours du quinquennat du président de la République, de la présidente de la République, selon celui ou celle qui sera élu président. Donc, nous voulons établir la base pour ça. Mais au-delà de ça, nous avions voulu également essayer de voir quelle est l'offre politique qui est offerte aux citoyennes et aux citoyens haïtiens. Parce que le plus souvent, les gens disent « Oh non, nous ne pouvons pas aller voter parce que les candidats, ils n'offrent rien, il n'y a rien, il n'y a pas de programme. » Le plus souvent, c'est un préjugé. Les gens ne vont pas un peu plus loin pour voir. Le professeur d'Orvilliers, quand on lui a accordé ce contrat pour faire ce travail, il a été voir les documents qui existent, mais il a aussi consulté les interventions qui ont été faites dans les médias par les différents candidats et les articles qui sont sortis dans les journaux sur la base des interventions des candidats, les discours des candidats, pour essayer de déceler ce que c'est que l'offre politique qui est offerte par tel candidat ou tel autre candidat. Donc l'objectif, c'est de faire comprendre, c'est de faire voir ce qu'il y a comme offre politique d'une manière globale. Comme on n'a pas pu analyser 54 programmes, on s'est limité à 10, mais l'intention derrière, c'est d'influencer les processus politiques ici, d'influencer la culture politique pour qu'on passe d'une culture politique établie sur les rumeurs, sur l'intolérance, vers une culture politique démocratique véritablement. Alors, professeur d'Orvilliers, c'est vous qui aviez réalisé ce grand travail scientifique. Et lorsqu'on parle de science, il y a toujours une méthode, une méthodologie. Quelle a été la méthodologie appliquée? La méthode, la base, c'est le sondage. Il faut qu'il y ait quand même un échantillonnage. Bon, c'est pas moi qui ai réalisé le sondage. Le sondage a été fait par une institution de sondage connue ici en Haïti. Donc, moi, je me suis basé sur ces résultats-là pour le choix, évidemment, des 10 premiers candidats. En ce qui concerne la méthode, c'est une méthode comparative, c'est-à-dire qu'il y a l'offre faite par les candidats, mais il y a aussi les données objectives. Il y a aussi d'autres recherches qui ont été réalisées sur la situation du pays, sur les diverses dimensions de la situation du pays, sur l'économie, sur l'environnement, sur l'éducation, sur la santé, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est de synthétiser, d'analyser les programmes présenter, les offres politiques faites par ces candidats-là, de comparer, d'aller voir les données existantes
concernant ces dimensions-là, et de comparer, de voir, évidemment, il y a l'économie, quels sont les problèmes économiques du pays, quels sont les problèmes éducatifs du pays, et de comparer ces deux éléments-là. Donc, c'est-à-dire que de comparer l'offre faite par les candidats et les données existantes, afin de voir, d'un côté, est-ce que les candidats propose quelque chose, une offre qui a un rapport avec les problèmes réels du pays, et de voir aussi est-ce que l'offre faite est une offre qui peut être sincère, c'est-à-dire que réalisable, en termes de faisabilité des promesses, de respect des promesses de ces candidats-là. C'est ça la méthode, évidemment avec d'autres procédés analytiques pour voir, moi, par rapport évidemment à la connaissance, de ma connaissance de la réalité haïtienne, de voir est-ce qu'il y a des points faibles, est-ce qu'il y a des points forts par rapport à ces offres politiques-là. Justement, lorsque vous réalisiez ce travail, est-ce que vous avez comparé les programmes et est-ce que dans cette comparaison, vous avez pu voir qu'il y a des programmes qui sont similaires? Est-ce que les candidats parlent le même langage? Ce que je peux dire en général, c'est qu'il y a un grand effort qui est fait, malgré ce qu'on dit, parce que les gens sont un peu négatifs par rapport aux hommes et femmes politiques de ce pays. Je crois qu'il y a une action de modernisation de la vie politique en Haïti à travers ces programmes-là. C'est que les candidats ont pris la peine, avec leurs équipes, de réaliser quelque chose, de faire un diagnostic et de faire des propositions se rapportant à ce diagnostic-là. Donc je crois que c'est un élément qui montre que, malgré d'autres problèmes, que la vie politique haïtienne se modernise. Par rapport au contenu des programmes, oui, il y a des similitudes, parce que tout simplement, il n'y a pas 36 000 problèmes économiques, politiques, environnementaux, éducatifs dans ce pays. Le problème est un problème global, est un problème haïtien. Dans ce cadre-là, les candidats font des propositions qui se ressemblent un peu, mais il y a quand même des spécificités dues à la ligne particulière de chaque candidat. Par exemple, sur l'économie, les candidats disent presque la même chose, mais en termes d'orientation économique, ça diffère, parce que tout simplement, il est tout à fait nécessaire d'avoir une croissance économique en Haïti, de redynamiser l'économie du pays. Il est tout à fait nécessaire de remédier aux problèmes environnementaux, aux problèmes éducatifs, mais c'est comment le faire. La différence se situe dans le comment le faire et avec quels moyens, avec quelle stratégie on va le faire. Si on voit le programme de Jude Célestin, il met l'accent sur la croissance économique. Si on voit sur les PME, sur les petites et moyennes industries, quand on voit le programme de Jovenel Moïse, il met l'accent aussi sur la production nationale, à travers des zones franches, à travers évidemment une question de la production agricole dans le but de refaire, de faire l'autonomie productive du pays, donc la suffisance, l'autosuffisance alimentaire, etc. Le programme de Moïse Jean-Charles, c'est la même chose. Le programme de Jean-Henri Séan propose évidemment des stratégies en termes de redynamisation de l'économie haïtienne. Mais la différence se situe dans l'intervention publique, dans la politique économique publique que chaque candidat se propose de mener. Par exemple, je peux dire que Jude Célestin propose évidemment, étant donné que son programme a un caractère beaucoup plus social-démocratique, social-libéral, donc il donnera beaucoup plus de liberté aux entreprises. Tout simplement, l'État participera à l'aide de mesures fiscales, etc., pour contrôler la production, à l'aide de ce qu'il appelle la mise en place d'une banque de développement pour encadrer les activités économiques. Alors que Moïse Jean-Charles propose une économie mixte solidaire, c'est-à-dire qu'il y a une autre perspective économique, une autre vision économique en termes de socialisme. C'est une vision socialiste, étant donné qu'il s'inscrit évidemment dans le nouveau socialisme latino-américain, il propose une plus forte intervention de l'État dans les activités économiques, en termes d'encadrement, en termes de participation directement financière. Jovenel Moïse propose évidemment une stratégie économique pareille,
pas dans le sens libéral du terme, beaucoup plus rapproché du programme de Jules Célestin, mais le fait est qu'il va laisser beaucoup plus d'espace aux entreprises, mais un encadrement fiscal, ce qu'il appelle un programme fiscal pro-business, etc. Et Jean-Louis Séan, la même chose, en termes de politique macroéconomique, il met l'accent sur la productivité, sur la pêche, sur l'agriculture et sur, évidemment, le secteur secondaire, les petites et moyennes entreprises. Donc, il y a quand même des éléments qui se ressemblent dans ces programmes-là, mais c'est les voies, les moyens pour le faire qui sont différents. Qui sont différents pour le moment. Okay, si on parle de moyens financiers, on en parlera peut-être après, mais ça, c'est un autre problème. Ok, tout à fait. Professeur Desroches, est-ce que l'absence d'idéologie qui pourrait servir de socle au programme-là, ce n'est pas un problème? On fait toujours ce reproche aux hommes politiques qu'ils n'ont pas vraiment une idéologie, qu'ils ne disent pas suffisamment qu'ils sont socialistes, de droite ou de gauche. Est-ce lorsqu'il y a absence d'une idéologie, un programme politique ne devient pas un petit peu improbable? Je ne crois pas qu'il y ait absence d'idéologie. Je crois que, par exemple, dans le cas de Moïse Jean-Charles, il y a une idéologie affirmée et assumée. Le professeur d'Orvilliers vient de l'indiquer, il est de tendance plutôt socialisme d'Amérique latine, il se prétend même socialiste un peu novateur. Et d'ailleurs, quand vous voyez son programme, je crois que si je me rappelle bien, n'est-ce pas, les éléments de son programme, il parle de 3 axes principaux, l'axe de la souveraineté. Et il veut récupérer la souveraineté haïtienne par rapport à l'influence trop grande de la communauté internationale. Il veut aussi une solidarité, il parle beaucoup de cohésion sociale pour réduire les inégalités. Donc on voit tout le côté très socialiste, n'est-ce pas, de Moïse Jean-Charles. Et bien sûr, il parle de la prospérité. Mais il voit cette prospérité surtout par des crédits aux petites et moyennes entreprises et aussi par des entreprises mixtes, n'est-ce pas, où l'État va intervenir. Donc je crois qu'il a une ligne idéologique tout à fait assumée. Je pense que dans le cas, par exemple, de Jovenel Moïse, je pense que, et on voit que, et bien sûr, il veut promouvoir l'agriculture, mais il met beaucoup l'accent sur l'agriculture pour l'exportation. Cela veut dire qu'il pense à une économie ouverte, n'est-ce pas, où on travaille pour l'exportation, tandis que, et vous verrez par exemple que dans le cas de Moïse Jean-Charles, il parle beaucoup plus de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire ce qui semble l'intéresser, c'est beaucoup plus que, n'est-ce pas, combattre la faim, etc. Donc il y a quand même des lignes, par exemple dans le cas de Jovenel Moïse, encore une fois, vous voyez qu'il parle beaucoup des infrastructures. Il y a les infrastructures à mettre en place. Et à côté de l'agriculture, il parle beaucoup de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut créer un climat, si vous voulez, des affaires qui... Et je pense que dans le cas de Jules Célestin, par exemple, si je ne m'abuse, je crois qu'il se réclame du centre-gauche, n'est-ce pas, en quelque sorte. Il va beaucoup insister, par exemple, non seulement sur le plan économique, il y aura quand même un programme, mais il va, par exemple, insister beaucoup sur la réforme de l'État. Et il parle de réforme constitutionnelle, de l'équilibre des pouvoirs, de l'administration publique à réformer, etc. Il parle beaucoup de la lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, je crois que ce programme a ceci d'intéressant, qu'il reflète l'alliance qui s'est formée entre différents partis politiques qui étaient dans la course, n'est-ce pas, en 2015, et qui maintenant ont fait alliance à partir du G8, etc. On retrouve l'OPL de Sauveur Pierre-Étienne, on retrouve Éric Jean-Baptiste, qui est très axé aussi socialiste, et on a l'impression qu'il y a peut-être je ne dis pas une dérive, mais il y a, n'est-ce pas, un alignement plutôt vers la gauche à cause de cette alliance qui s'est faite. D'accord, par exemple, je pense la présence d'un Steven Benoît, par exemple, à ses côtés, vient ajouter une lutte très marquée contre la corruption. Bref, je crois qu'il y a des lignes. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant. C'est que je pense que ces différents et programmes, ces différents candidats à la présidence analysés par le professeur d'Orvilliers montrent qu'ils se situent sur le spectre à des niveaux
très différents. Et ce qui signifie que les gens peuvent choisir aussi en fonction de leur orientation, de leur propre orientation économique, de leur propre orientation idéologique. Nous allons marquer la pause, mais je me tourne rapidement vers Abdonnel Doudou pour cette question. On reproche très souvent aux hommes politiques leur peu ou leur manque d'engagement. Est-ce que cela est visible dans les programmes analysés par le professeur d'Orvilliers? Cela dépend de ce que les gens veulent dire par manque d'engagement. Et il est vrai que les programmes sont formulés en termes assez généraux pour l'instant. C'est de grandes ambitions. Moi, je dirais s'il y a une chose qui relie tous les programmes, c'est que tous les programmes sont très ambitieux. Maintenant, on n'est pas à la phase de pouvoir juger de l'engagement, du niveau d'engagement de celui-ci ou de celui-là, de celle-ci ou bien de celle-là. On sera arrivé à cette phase quand on aura les 2 finalistes, si c'est le cas, pour un second tour. Et à ce moment-là, on approfondira avec eux non seulement les aspects voies et moyens des programmes pour faire en sorte qu'ils révisent certains objectifs qui au début étaient trop ambitieux, mais aussi quand on arrivera avec eux à l'exercice de formuler en termes très concrets et très simples pour que la population dans son ensemble puisse comprendre les engagements qu'ils vont prendre avec un échéancier. Quelles sont les actions prioritaires pour la première année? Quelles sont les actions prioritaires pour la 2e année, la 3e, la 4e, la 5e année, en termes très concrets. Et quand on aura cette liste de promesses claires, on leur demandera de prendre un engagement autour de ça. Et l'OCID s'engage à faire le suivi au nom et pour la population, de telle sorte qu'on puisse à chaque étape voir dans quelle mesure le président de la République, la présidente de la République a pris en compte les engagements qu'il avait. Mais on ne peut pas dire qu'il ne s'engage pas, par le fait même qu'il développe un programme, qu'il se déplace à travers le pays pour présenter à la population leur offre, c'est un niveau d'engagement. Et il faut reconnaître aussi que l'engagement politique dans ce pays n'est pas très facile. C'est la pause maintenant. Professeur d'Orvilliers, on le disait, c'est un excellent travail que vous avez réalisé. Passé au peigne fin 4 programmes. Et le plus intéressant, le plus important dans ce travail, c'est les points forts et les points faibles que vous avez notés. On en parlera après la pause. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, professeur Fritz d'Orvilliers, professeur Ronnie Desroches et Abdonnel Doudou, responsable de l'OCID. Restez branchés sur Métropole, c'est la pause, on revient. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, le professeur Fritz d'Orvilliers, le professeur Ronnie Desroches et Abdonnel Doudou, membres de l'OCID. Nous abordons un sujet assez intéressant, les programmes politiques, des programmes politiques passés au peigne fin par le professeur d'Orvilliers, un travail commandité par l'OCID. Professeur d'Orvilliers, tout à l'heure, on essaie de voir dans les programmes l'absence de priorité que vous relevez. Oui, c'est le point, je peux dire, c'est le point faible de presque tous les programmes, c'est que les candidats sont trop ambitieux. Les concurrents veulent tout faire. C'est comme s'ils n'avaient pas de priorité. Ça pose un vrai problème, parce que tout simplement, on sait très bien que pendant un quinquennat, un mandat présidentiel, on ne peut pas tout faire. Donc, l'exercice aurait pu consister en le choix de quelques priorités. Or, étant donné la densité de ces programmes-là, de tous les programmes, de ces 4 programmes-là, la quantité de projets qu'il y a dans ces programmes-là, on peut se demander d'ores et déjà, est-ce que les candidats, s'ils sont élus, est-ce qu'il y a un candidat qui est élu parmi ces 4-là, ou c'est 24, je crois, qui restent, ou 27 qui restent dans la course. S'il y en a une qui est élue, est-ce qu'il va pouvoir respecter ses promesses? Or, il y a beaucoup de promesses dans ces programmes-là. Donc, au second tour, nous espérons que les candidats vont choisir quelques axes prioritaires, quelques projets prioritaires, parce que tout simplement, on ne peut pas tout faire en 5 ans. Or, si véritablement le candidat est élu, et s'il n'arrive pas à délivrer la marchandise, comme on dit, à respecter sa promesse, cela peut avoir un effet pervers en termes d'éloignement de la population du vote. Parce que tout simplement, on voit que déjà la tendance est à la baisse, la tendance
la participation électorale est à la baisse. Si les promesses électorales ne sont pas tenues, en quelque sorte, cela va accélérer ce phénomène-là. Mais est-ce que là, je me tourne vers le professeur Desroches, c'est pas un petit coup intelligent de la part des candidats? Parce que très souvent, on entend dire en Haïti que tout est prioritaire. Le fait de ne pas définir un axe prioritaire. Bon, c'est peut-être une bonne technique de campagne électorale pour pouvoir gagner. Mais cependant, lorsque la population va juger le candidat une fois qu'il devient président, n'est-ce pas, à ce moment-là, comme le disait le professeur d'Orvilliers, la population risque d'être déçue. Alors, moi, je crois qu'il y a quand même une chose que j'ai remarqué, que j'ai relevée, non seulement à la lecture des programmes, à l'analyse du professeur d'Orvilliers, et aussi en écoutant, n'est-ce pas, les candidats, parce que j'ai participé dernièrement à la présentation, au débat qui a eu lieu au Caribé, du GIAP, etc. C'est que les candidats ne font pas suffisamment de référence aux études qui ont été réalisées dans le pays. Je prends juste un exemple. Dernièrement, il y a un journaliste qui avait posé la question quels sont les pôles de développement que vous prévoyez pour le pays? D'accord? Et tous les candidats ont eu à se prononcer là-dessus. Par exemple, je n'ai entendu personne faire référence, par exemple, aux études du CIAT, la commission interministérielle d'aménagement du territoire. Or, quand même, il y a des études extrêmement intéressantes qui ont été réalisées. Et quand je dis des études, c'est des études qui reposent sur des données. Je pense par exemple à toute l'étude qu'ils ont faite sur le cercle centre-artibonite, qui montre, n'est-ce pas, le potentiel, n'est-ce pas, économique de cette zone où il y a énormément d'eau, où il y a des terres qui sont en friche, etc. Aucune mention de toute la zone du Nord avec Fort-Liberté, Ouanaminthe, etc., tous les développements. Bref, on ne sent pas que leur équipe ou eux-mêmes, ils se sont suffisamment penchés sur les travaux qui ont été réalisés, n'est-ce pas? Parce que je pense que ces travaux ont montré, d'une part, la réalité telle qu'elle est sur le plan économique, le potentiel qu'il y a. Je crois qu'il y a un certain approfondissement à faire de la part des candidats en se référant aux études économiques qui ont été faites déjà dans le pays. Alors, on le disait tout à l'heure qu'on va aborder les points faibles et les points forts avec vous, professeur d'Orvilliers, mais il y a une question dans nos téléspectateurs ou des téléspectateurs, c'est le fait que vous n'avez rien dit pour la fusion. Mais le professeur Desroches l'a dit, c'est que la fusion, la candidate de la fusion ne figurait pas parmi les 10 premiers candidats. Évidemment, le sondage réalisé par comment on appelle ça, par Bride. Le fait est qu'elle a désisté en quelque sorte, maintenant elle est dans la course. Et puis son programme, nous n'avons pas son programme, donc elle n'a pas envoyé, je ne sais pas s'il a déjà rendu public. Bon, jusqu'à présent, moi personnellement, je le dis, j'attends le programme des bons. Évidemment, le fait est que c'est le choix. Promis de m'envoyer. En fait, c'est le choix méthodologique. Donc cela est dû au choix méthodologique. Elle ne faisait pas partie des 10 premiers candidats l'année dernière. Donc maintenant, elle est revenue dans la course. Et si elle nous envoie, si elle sera au second tour, je crois que absolument, on va analyser son programme politique si elle en a. Ok. Voyons très rapidement pour les points forts et les points faibles. J'ai là l'étude du programme de Jude Célestin. Comme point fort, vous notez, je cite, « Au regard des principales préoccupations de la population haïtienne, en ce qui concerne particulièrement le chômage et la pauvreté, on peut dire que le programme de Jude Célestin se révèle pertinent. » Comment expliquez-vous ce point ? Oui, parce que les stratégies qu'il propose pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc les mesures, par exemple, les mesures concernant les petites et moyennes entreprises, les mesures concernant les petites et moyennes industries, l'abattement fiscal, par exemple, qu'il propose. Par exemple, si une entreprise investit dans un secteur, il peut avoir une forme de réduction
d'impôt sur l'entreprise. Évidemment, et c'est un problème important dans ce pays. On voit que nos entreprises ne sont pas compétitives, qu'il y a une forte concentration dans le pays. Elles ne sont pas compétitives au niveau de la région, au niveau de la Caraïbe, les pays de la CARICOM. Elles ne sont pas compétitives au niveau de la région Amérique latine, au niveau de toute l'Amérique, au niveau du monde même. Le fait est qu'on a des très petites entreprises. Le fait aussi que dans ces entreprises-là, quand les actionnaires font des profits, ou du moins le propriétaire des entreprises, si l'entreprise est une entreprise familiale, le plus souvent, ces entrepreneurs-là ont tendance à ne pas réinvestir dans l'entreprise. Ils préfèrent aller investir dans d'autres branches. On peut constater cela, par exemple, dans le secteur de l'imprimerie. Et ça a fait un scandale. Tout le monde a dit, ah voilà, il faut que les bulletins soient imprimés en Haïti, mais le fait est que les entreprises de ce secteur-là n'ont pas la capacité. Pourquoi elles n'ont pas la capacité? L'une des causes, c'est parce que tout simplement, les bénéfices qui sont engrangés sont investis dans d'autres secteurs, par exemple comme dans l'immobilier, comme dans la banque, les assurances, etc. Donc si l'entreprise est encouragé à réinvestir ses profits dans ses propres activités pour innover, évidemment, pour se dynamiser en quelque sorte. C'est une bonne mesure. Aussi, la mesure contre la proposition contre le chômage, exactement, si les entreprises sont dynamisées, elles vont créer des emplois. Si elles créent des emplois, cela va avoir un impact positif sur, évidemment, la réduction de la pauvreté, ainsi de suite. Il y a d'autres mesures économiques aussi, par exemple, par rapport à la banque de développement. S'il y a une banque de développement qui encadre évidemment les activités économiques, qui finance les activités économiques, étant donné qu'on sait très bien, les études l'ont montré, la dernière étude en date de la Banque mondiale l'a montré, il y a un vrai problème en termes de crédit dans ce pays. Donc, les entrepreneurs font face à un vrai problème en termes d'accès au crédit. Donc, s'il y a une banque d'État, une banque publique de développement, cela pourrait réduire le problème de crédit accordé aux entrepreneurs, et donc cela participe aussi à la redynamisation de l'économie, à la réduction de la pauvreté et aussi à la réduction de l'exclusion sociale. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est un bon point en termes de mesures économiques. Aussi, les zones qu'ils proposent de créer, les zones d'activité, les pôles d'activités économiques, puisqu'on ne peut pas créer des activités sur tout le territoire. Je crois que dans cette mesure-là, il s'agit d'un point fort de son programme. Évidemment, je peux dire aussi c'est un point fort aussi dans le programme du Jovenel Moïse, parce qu'il propose aussi de créer 10 zones. On va venir à ce programme. Et maintenant, pour les points faibles du programme de Jude Célestin, point faible que vous relevez vous-même, vous dites l'ambition de rééquilibrer les pouvoirs d'État. Oui. Notamment les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs dans le cadre de l'axe programmatique portant sur le réaménagement institutionnel des grands pouvoirs de l'État est le premier point faible du programme de Jude Célestin. Oui, je dis cela, c'est par rapport à la complexité de ce rééquilibrage en quelque sorte. Parce que tout simplement, on sait très bien que le programme sous la bannière duquel Jude Célestin, le parti sur la manière duquel Jude Célestin se porte candidat est tout à fait faible, sinon insignifiant au Parlement. Ce parti n'a pas de représentants. On sait très bien l'émiettement des courants politiques au Parlement. Il n'y a pas un parti qui a la majorité au Parlement. Un Parlement mosaïque. Exactement, un Parlement mosaïque. Quand un candidat se propose de faire une révision constitutionnelle, un amendement constitutionnel, un rééquilibrage des pouvoirs d'État, une forme de recadrage, de révision du cadre légal du pays, toute révision du cadre légal d'un pays doit passer par la loi. Donc il faut que le Parlement vote des lois. À ce moment-là, si le candidat n'a pas un soutien parlementaire, cela peut se révéler difficile, voire impossible. À ce moment-là, le rééquilibrage proposé par Jude Célestin est risqué étant donné la forme de représentation au Parlement, étant donné, on peut dire, le marchandage qu'il y a toujours au Parlement pour pouvoir voter des lois, même si ces lois-là sont au profit de la République. Venons-en maintenant au programme de Jovenel Moïse. Très rapidement, les points forts. Vous notez, par rapport aux attentes de la population, on peut dire que ce programme est relativement pertinent. En effet, ces axes programmatiques, notamment la création d'emplois dans les secteurs de l'agriculture et de la construction, rejoignent les préoccupations de la population. Oui, parce que tout simplement, il y a eu une enquête qui a été faite commandée par l'OCID aussi, parce que quand même, il faut voir que la pauvreté, c'est le premier élément qui concerne la population, le chômage, la violence et la politique et la santé, évidemment, dans cette perspective-là. Donc, si le candidat propose
d'investir, d'intervenir, l'État, son gouvernement se propose d'intervenir dans le domaine de l'agriculture, c'est une bonne chose, parce que tout simplement, on sait que le secteur agricole participe à environ 20-21% du produit intérieur brut du pays. Donc, on sait très bien que le pays a un vrai problème en termes de production agricole, d'autosuffisance alimentaire. Si le candidat se propose de redynamiser le secteur agricole, notamment, certes, il propose une économie d'exportation, mais aussi cela peut participer à l'autonomisation alimentaire de ce pays-là. Et ça peut créer aussi des emplois au niveau, parce qu'il le dit très bien qu'il y a à peu près une trentaine de corps de métiers seulement dans le secteur agricole. Donc s'il investit véritablement dans ce secteur-là, il pourrait participer au développement de ce pays-là. Donc cela constitue un point fort, à mon avis. Comme point faible dans le programme de Jovenel Moïse, vous soulignez le premier point faible du programme de campagne de Jovenel Moïse a trait à la sécurité urbaine. Oui, parce que quand même, il y a d'autres candidats qui mettent l'accent sur la sécurité. On sait très bien que le pays fait face à une insécurité. Les morts par balle dans ce pays sont légion. Chaque jour, on entend cela, etc. Et quand il y a insécurité, cela agit sur le comportement des entrepreneurs. Il y a l'instabilité, les gens ont peur, les gens ne s'investissent pas dans des activités. À ce moment-là, il faut quand même que les candidats se propose de régler ce problème de sécurité qui est un vrai problème en Haïti. Notamment l'insécurité urbaine dans les grandes villes qui sont des espaces tout à fait anarchiques où on n'arrive que très difficilement à contrôler les activités de la population. Mais le fait est qu'il ne propose pas véritablement un plan pour la sécurité. C'est un peu vague. La seule chose dans cette perspective-là qu'il propose, c'est un peu problématique, c'est la création, je le cite de mémoire, la création d'une police rurale. D'une police rurale pour la sécurité, en fait, c'est pour la sécurité foncière, la sécurité pour protéger les biens agricoles, le bétail de la population. Or, l'insécurité n'est pas tout à fait la même en milieu rural qu'en milieu urbain. On ne peut pas créer une police rurale pour combattre l'insécurité dans ce milieu-là et sans presque rien dire sur l'insécurité en milieu urbain. Qu'est-ce que le candidat se propose de faire pour réduire l'insécurité en milieu urbain? On ne voit pas grand-chose dans son programme. C'est un point faible, important, qu'il doit réviser s'il est admis au second tour, évidemment. Voyons pour Jean-Henri Séan, vous relevez comme premier point faible du programme de Jean-Henri Séan le fait qu'il ne propose pas un programme de sécurité sociale universelle, incluant les assurances chômage et médicales à la population. Oui, ça c'est important parce que toutes les études le disent, qu'il y a un vrai problème. C'est pas conforme à la Déclaration universelle des droits humains, parce qu'il dit que tout citoyen a droit à la sécurité sociale. Donc la plupart des candidats ont un programme de sécurité sociale plus ou moins flou. Bon, on peut comprendre cela étant donné les difficultés économiques auxquelles fait face le pays. Mais le fait est que chez Jean-Henri Séan, on ne voit pas véritablement ce qu'il propose dans la matière, parce que quand même le chômage, la sécurité en termes de santé, la sécurité sociale en termes de santé, etc. C'est vrai qu'il propose de construire des hôpitaux, mais cela ne suffirait pas en quelque sorte, parce qu'on sait très bien, il faut prendre l'acquis. L'acquis, qu'est-ce qui existe? Il existe la plupart du temps des centres privés, des cliniques privées en quelque sorte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va donner une assurance universelle à la population? Et qu'est-ce qu'on va faire en termes quand quelqu'un est au chômage? Il n'y a pas véritablement ça dans le programme de Jean-Henri Séan. C'est esquissé dans les autres programmes, mais il y en a aussi, il faut dire aussi, bon, peut-être qu'on va y arriver. Dans d'autres programmes, c'est surestimé en quelque sorte, parce qu'il y a là, il ne dit pas grand-chose sur cet aspect-là, alors que chez Moïse Jean-Charles, il en dit beaucoup, mais le fait est qu'on se demande comment il va faire pour financer tout cela. Question de moyens encore qui se pose. Comme point fort, l'éducation dans le programme de Jean-Henri Séan. Oui, l'éducation et l'aspect macroéconomique, il met beaucoup l'accent sur l'éducation. Il y croit vraiment. Il pense que c'est par le biais de l'éducation qu'on va faire démarrer, en quelque sorte, le décollage du pays ne peut passer que par l'éducation. Ça, il y croit. Il développe tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de réformes éducatives pour pouvoir, en quelque sorte, redynamiser, mettre le pays sur les rails du développement. Je crois que c'est un point fort parce que quand même, on le sait très bien, comme l'a dit le professeur Desroches, toutes les études l'ont montré qu'il y a un vrai problème, un grand problème en matière d'éducation. Non seulement en matière de l'accès
à l'éducation, mais aussi en matière de la qualité de l'éducation. Lui, il se propose d'agir sur les deux fronts, à la fois sur l'accès à l'éducation par rapport au nombre d'institutions scolaires dans le secteur public et réduire en quelque sorte la part du secteur non public dans l'éducation et aussi agir sur le contenu des programmes scolaires afin de bien former les jeunes haïtiens. Dernier programme, c'est celui de Moïse Jean-Charles et comme point fort, vous notez l'orientation que Moïse Jean-Charles donne aux problèmes économiques et sociaux. Oui, ça c'est très original. Original évidemment dans cette campagne-là, parce que tout simplement, lui, il voit une forte participation, une forte intervention de l'État. Il met beaucoup l'accent sur les populations marginalisées, sur les pauvres, sur les quartiers précaires, sur évidemment le logement, sur, on peut dire, d'autres la santé, l'éducation. Donc à ce moment-là, pour ce faire, il mise sur des activités économiques mixtes. Il ne suffirait pas seulement aux entreprises privées d'investir, de récolter des impôts, des taxes pour payer, pour financer ces activités-là. Lui, il propose une économie mixte, une économie sociale et solidaire, dans la mesure où l'État participera à une forme de partenariat, en quelque sorte public-privé, pour que l'État puisse régler ces problèmes-là. Mais il le dit clairement, son programme est axé sur la résolution de ces problèmes, des problèmes sociaux de base. L'économie va fonctionner dans le but non pas véritablement d'enrichir une classe d'entrepreneurs, il en faut, dit-il, mais l'économie, les activités économiques auront pour but d'enlever la population dans cette misère-là, dans la pauvreté. À ce moment-là, il faut un programme économique semi-public, semi-privé, donc où l'État est très présent dans l'activité économique. Alors, pour Moïse Jean-Charles particulièrement, vous notez comme point fort l'économie, l'orientation qu'il pense donner à l'économie, mais toujours est-il qu'il y a un manque de priorité et c'est ce que vous déplorez en quelque sorte dans son programme comme point faible. Oui, son programme est dense, son programme est énorme, c'est comme s'il embrasse tout. Donc on connaît très bien l'adage qui embrasse tout, mal étreint en quelque sorte. Il embrasse tout. La question qu'on se pose par rapport, on peut avoir deux réserves sur cette dimension économique-là. Première réserve par rapport évidemment aux réactions des entrepreneurs, par rapport aux réactions d'autres partenaires internationaux en termes d'investissements directs étrangers, en termes d'investissements nationaux aussi, mais on peut se dire aussi comment il va financer tout cela. C'est pas en finançant des coopératives, en misant sur des activités principales en termes d'économie familiale, de subsistance, qu'on peut financer tout cela. Le fait est qu'il a tellement de programmes, tellement de projets dans son programme politique, on se demande comment il va faire pour financer. D'autant que la question de l'impôt, la question de la réforme fiscale n'est pas trop abordée. La plupart des candidats, c'est comme s'il y a une forme de timidité par rapport à cela. Il y a certains qui parlent de rabattement fiscal, d'avantages fiscaux, etc. Mais le fait est qu'on ne voit pas dans les programmes la question, certes, la plupart des candidats parlent de la cohésion sociale, de la réduction des inégalités. On connaît très bien l'indice de Gini dans le pays. C'est le plus élevé dans la région, même au monde, en termes d'écart entre les riches et les pauvres. Comment on va faire pour réduire cela? Mais l'un des moyens pour réduire l'inégalité sociale, c'est par rapport à la redistribution. Parce que la plupart des candidats ne proposent pas de projet de redistribution directe. Il faut le dire. Par exemple, il y a eu un semblant de programme de redistribution directe, ce qu'on appelle sous le gouvernement passé les DPEP. Les DPEP, ce programme a des lacunes, mais aucun des candidats ne propose une autre forme de programme d'aide directe à la population, de transfert de fonds publics à la population. À ce moment-là, donc, ce n'est pas via les impôts, l'impôt sur la fortune, d'autres formes d'impôts qu'on va réduire cela. Exactement. À ce moment-là, on peut se demander, en ce qui concerne exactement le programme de Moïse Jean-Charles, comment il va faire en 5 ans. Surtout, il parle par exemple, je vais vous donner quelque chose qu'il dit, une donnée. Il dit, par exemple, Moïse Jean-Charles, qu'il va faire passer, par exemple, le taux de croissance du pays de 12, je crois, de 2 à 14%. De 2 à 14%. Je crois que là, c'est une faiblesse de la part, dans ce programme-là. Faire passer dans un quinquennat le taux de croissance de 2 à 14%, c'est quand même, ce serait un exploit.
Même les pays émergents n'arrivent pas à le faire. Je pense qu'il faut que les candidats tiennent compte de deux choses. Qu'ils tiennent compte de la tendance de l'économie nationale, qu'ils tiennent compte de la tendance de l'économie mondiale dans ces prospectives-là, dans ces prévisions-là. Or, dans ces programmes, je peux dire que cette prévision-là n'est pas véritablement sincère, compte tenu de la tendance de l'économie haïtienne, compte tenu de la tendance de l'économie mondiale. Donc totalement irréaliste. Abdonnel Doudou, il y a des programmes, il y a des promesses, il y a des faits avancés, absence de priorité, mais quand même il y a quelques petites priorités. Ne faudrait-il pas un budget pour soutenir tout ça? Est-ce que les candidats ne devraient pas, après les promesses faites, élaborer un budget et présenter ce budget dans le programme, en annexe par exemple? Naturellement, vous soulignez le problème le plus fondamental. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les candidats, en général, et je le vois aussi dans d'autres pays, quand on suit des campagnes électorales, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, bien qu'ils soient, dans la plupart du cas, plus réalistes que ne le sont les programmes qu'on a ici, il faut reconnaître aussi qu'on est dans un processus d'apprentissage. Mais en général, ils n'arrivent pas jusqu'à un budget détaillé de toutes les interventions qu'ils vont faire. En général, les candidats à la présidence présentent une vision d'où ils veulent amener le pays. Et c'est avec la politique générale de leur Premier ministre qui, en fait, sera en charge de la mise en œuvre des actions gouvernementales, qu'ils arrivent à préciser des éléments de leur programme. C'est ce qu'on espère aussi, mais on va passer à une phase intermédiaire parce que la société civile haïtienne, à travers l'OCID, veut se mêler de la partie. On ne va pas seulement regarder tous ces programmes qui abordent toutes les priorités. Mais je dois souligner, sans me faire l'avocat des candidats, je dois souligner aussi que dans ce pays, vu l'état actuel des choses, vu que toutes les questions sont prioritaires, c'est un exercice risqué que de fixer des priorités bien au départ d'une campagne électorale. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai suivi sur les antennes de cette télévision, Télémétropole, quelqu'un qui analysait le débat électoral de JIAP et qui citait, et j'ai pris le soin de compter, qui citait un peu plus que 6 thèmes qui n'étaient pas présents au débat. Et pour lui, puisque ces thèmes-là n'étaient pas discutés au débat, il n'y a pas eu de débat. Okay. Il a été formel là-dessus. C'est pour dire que c'est le risque auquel aussi certains candidats seraient prêtés s'ils faisaient un exercice d'établir au début de la campagne électorale dans leur programme des priorités très précises, parce qu'à ce moment-là, ils se seraient fait pris à défaut. Sans me faire l'avocat des candidats, j'essaye de comprendre leur démarche. Mais non, il n'en reste pas moins vrai que cette démarche ne peut pas aller au-delà de la campagne. Après la campagne, il va falloir qu'ils mettent les deux pieds sur terre pour pouvoir cibler les priorités, définir les voies et moyens, de manière à pouvoir faire des promesses viables. Parce que si vous ne faites pas des promesses viables comme chef d'État, vous courez le risque de perdre votre crédibilité. Une dernière question, quelques petites questions pour vous tous. Professeur d'Orvilliers, vous êtes universitaire. Est-ce que vous allez divulguer ce travail auprès des étudiants de l'Université d'État? Oui, bon, évidemment, c'est le travail évidemment de diffusion. Ça commence déjà, on est déjà à la radio, à la télévision. C'est un média de masse, évidemment, parce que ce travail est très, très académique. Il faut dire que la population n'a ni les moyens ni le temps pour aller consulter. La population, la grande majorité, c'est pour cela que de tels travaux passent par les médias. La divulgation passe par les médias. Mais les étudiants ils ont accès à l'Internet, ils ont accès à d'autres types de médias, les médias sociaux. Ils sont déjà au courant de ce document-là. Mais le travail de masse, c'est qu'un document universitaire est produit, le fait est que les médias font le relais. C'est comme ça que cela se fait le plus souvent, pour que toute la population puisse savoir qu'est-ce qui se trouve, quels sont les projets, quelles sont les promesses de campagne des candidats. Il faut dire aussi que les candidats font une erreur, c'est que les programmes sont très cohérents.
sont très larges, mais le fait est que quand ils prennent la parole, ils ne font pas tout le temps. Ils s'écartent un peu. Parfois, ils ont tendance à improviser. Or, ce n'est pas bien. On ne peut pas rester de manière très rigide dans le programme. Il faut toujours faire référence à ce programme-là. On a vu quelques couacs de certains candidats parce que, tout simplement, ils ne restent pas dans leur programme alors qu'ils ont des programmes très cohérents, très rationnels. Ils ont beaucoup de projets. Ils peuvent rester dans leur programme et, par le biais des médias, évidemment, toute la population aura connaissance de ce qui s'y trouve. On n'aura pas le temps d'aborder cette question, mais d'aucuns diraient qu'il y a un petit problème de langue dans les programmes. On voit tous les programmes écrits en français, pas de programme en créole. Bon, ça, c'est un autre débat. Et professeur Desroches, une question assez importante qui n'a pas rapport à l'analyse faite des programmes, mais plutôt aux élections directement. Il y a un nouveau concept, sinon une nouvelle formule appliquée par le Conseil électoral provisoire, c'est la mise en place d'observateurs communautaires. Est-ce que c'est prévu dans la loi électorale ou, selon vous, est-ce que la formule est bonne? Ce n'est pas prévu dans la loi électorale, dans le décret électoral. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont changé le nom qu'ils avaient enfin donné au départ. Ils parlaient de témoins et maintenant ils ont quand même pris le terme observateur, étant donné que les observateurs sont agréés dans le décret électoral. Ils les appellent les observateurs communautaires. Mais je crois personnellement que cela répond à une nécessité, à un besoin. Vous savez, je fais partie d'une commission d'évaluation, n'est-ce pas, des élections, et l'une des recommandations, n'est-ce pas, que l'on avait faites, c'était que le Conseil électoral ait un lien beaucoup plus serré avec les bureaux de vote le jour du scrutin. Parce que, imaginez, le bureau de vote est sous le contrôle de trois personnalités trois personnes qui ont été proposées souvent par les partis politiques, etc. Et parfois qui ont une approche partisane, parfois qui connaissent très mal le décret électoral. Et on n'a qu'à voir la qualité des procès-verbaux qu'ils préparent. Vraiment, c'est une catastrophe. Alors, je crois que c'est très important que le CEP ait un lien avec, n'est-ce pas, les bureaux de vote pour savoir ce qui se passe. Maintenant, l'observateur communautaire a un petit peu ce rôle. Ils ont reçu une bonne formation apparemment du Conseil électoral. Ils sont là pour s'assurer que les procédures sont respectées. Ils reçoivent une copie du procès-verbal qu'ils vont remettre directement au CEP. Je pense que c'est un lien important. Le deuxième aspect important, je crois aussi, à propos des observateurs communautaires, si effectivement ils viennent de la communauté, ils viennent d'organisations, d'associations qui appartiennent à la communauté, si les communautés s'approprient le processus électoral, je pense que ceci va certainement augmenter la participation et va aussi aider avec la sécurité des élections. Laissez-moi vous prendre sur une question assez spécifique. Monsieur Doudou, il y a une collaboration naissante, a-t-on vu, entre le Parlement et l'OSCID. En deux mots, c'est quoi en fait? Merci pour cette question qui nous permet de partager un autre aspect de notre travail avec le public. Effectivement, il y a une collaboration naissante entre le Parlement et l'OSCID et ça revient au souci que l'on avait qu'il y a un besoin d'une collaboration entre les parlementaires et la société civile de manière à mieux faire connaître le travail du Parlement d'une part, mais aussi de manière à stimuler les interactions entre les parlementaires et leurs mandants, je veux dire ceux-là qui leur avaient accordé le vote, l'électorat de leur circonscription. Ce travail consistera d'une part à collecter les informations sur les travaux législatifs, incluant les travaux des commissions permanentes au Parlement, à suivre le travail des commissions permanentes. C'est pour ça qu'on a sollicité du bureau du Sénat, particulièrement avec le président du Sénat qui nous a reçus à cette rencontre. Nous en profitons pour le remercier de l'accueil qu'il nous avait donné, à nous donner l'accréditation pour que des membres de notre équipe puissent suivre les travaux de certaines commissions permanentes au niveau du Sénat. Ce sera la même situation au niveau de la Chambre des députés. Et l'autre aspect, c'est sur le terrain. Nous aurons des observateurs, des coordonnateurs sur le terrain qui faciliteront les relations entre les parlementaires et la société civile de leur circonscription, mais qui essaieront aussi d'observer
quelles sont les interactions, à quel niveau les interactions sont faites, parce que la Constitution dit que le parlementaire doit retourner dans sa circonscription, consulter la population régulièrement sur son action au Parlement. Nous voudrions comprendre jusqu'à quel niveau cela est fait et stimuler aussi ce processus. Et tout ceci fait partie d'un plaidoyer global que l'OCID mène, non seulement pour qu'on ait un Parlement beaucoup plus démocratique, beaucoup plus ouvert, mais aussi pour qu'on en arrive à une réforme du système électoral. Et si vous me permettez, là, je dis un petit mot qui a rapport non seulement au travail d'analyse des partis politiques, mais aussi au travail, aux propositions de l'OCID pour la réforme du système électoral. Et j'interpelle particulièrement les étudiants, le milieu universitaire, les professeurs d'université. Il y a une documentation assez importante sur le site de l'OCID, ocidhaiti.org. C'est à exploiter. Nous comprenons que la documentation sur les faits sociaux, les faits politiques en Haïti n'est pas très riche, mais il y a une documentation qui existe, particulièrement sur les élections. Nous aimerions que des entités universitaires, des firmes de recherche exploitent cette documentation, critiquent le travail qui a été fait, appuient ce plaidoyer pour la réforme électorale qui est tant souhaitée, de manière à ce qu'on puisse sortir du cycle de l'instabilité politique et engranger le processus de développement social et économique du pays. Voilà, merci messieurs. Une dernière question assez fermée. Bon, c'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Haïti, c'est un pays où le possible est impossible, où l'impossible possible. On peut voir partir en fumée des millions de dollars et peut-être même des travaux scientifiques comme celui-ci. Est-ce que vous croyez en la tenue des élections, oui ou non? Oui, j'y crois. Je crois que les élections auront lieu, sauf d'une catastrophe. Tout le monde va accepter les résultats. Bon, ça, on peut pas prévoir. Ça, professeur, c'est ce que vous voyez, les élections, vous voyez venir les élections le 9? Je crois que ce sera difficile cette fois de refuser les résultats. Abdonel Doudou. J'y crois et j'y tiens. Et je crois que toutes les citoyennes haïtiens, tous les citoyens haïtiens doivent y croire et y tenir parce que c'est trop important pour l'avenir du pays. Voilà, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, c'était le professeur Fritz Dorvilliers qui a réalisé un travail scientifique louable. L'analyse de 4 programmes politiques, celui de Jovenel Moïse, Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Jean-Henri Séan, professeur Rony Desroches et Abdonel Doudou. Merci, messieurs, bonne journée avec nous sur Métropole. Merci à vous. Restez branchés, vous ne serez pas mieux ailleurs. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.